Nous sommes ici avec Louis Balkan pour pour l'interviewer puis savoir au sujet de sa vie et ses expériences de vie qu'il y a à la Boquerie. Puis, toi, est-ce que tu as été. Est-ce que tu as vécu à une ferme, oui? Oui, j'ai été élevé sur une ferme, en fait. Moi, j'étais la troisième génération sur cette ferme-là, qui est restée dans notre famille 92 ans, jusqu'à de 1910 à 2002, quand on a quitté. Puis j'étais, en fait, la dernière de 3 générations qui ont occupé cette ferme-là parce que nos enfants ont choisi d'autres carrières. Alors, j'ai été là, moi, 45 ans à peu près, à travailler là, puis comme aidant mon père ou comme propriétaire. Alors, j'ai vécu une période intéressante parce que je suis né durant la guerre, puis après la guerre, ça a emmené énormément de mécanisation en agriculture. Alors, j'ai vécu la période où essentiellement tout se faisait à la main. Préparer la nourriture pour les vaches. Il y avait beaucoup de travail physique jusqu'à la période quand j'ai quitté en 2002 où l'ordinateur est une partie importante de l'opération, tant dans la salle de traite que pour garder des filières sur chaque bête et puis mesurer la production, mesurer le temps de traite, tout un tas de données qui étaient utiles à la gestion. Alors, ça a été intéressant de cette façon-là parce que j'ai connu, disons, toute l'évolution, de la ferme. Et puis, alors, je sais pas ce que je peux vous dire. On peut aller on peut bien aller dans les détails, mais ce que ça représentait, le travail physique, bien, moi, j'en ai pas fait beaucoup, mais mon père, certainement, le foin était coupé, puis c'était chargé dans des wagons avec la fourche. Ensuite, c'était vider les wagons avec la fourche pour mettre soit sur des meules de foin, ou bien non, c'était mis dans la grange. C'était repris avec la fourche en venant avant des vaches. Alors, les vaches transformaient ça en lait, puis l'autre chose qui sort en arrière. Alors, ça, c'était repris pour charger encore sur un traîneau pour emmener dans le champ, où on le déchargeait encore à la main. Puis là, bien, le cycle se complétait, ça engraissait les terres pour faire reproduire du grain du foin. Puis c'est ça qui est le cycle, en fait, de la production. Et puis, alors, c'est un travail, évidemment, très physique dans le temps. Puis, c'est une époque certainement très différente au point de vue du style de vie, où le travail... moi, quand j'étais jeune, pas qu'on s'amusait pas, là, il y avait des temps pour s'amuser, mais le travail sur la ferme était très intensif, disons. Puis on apprenait à y participer à un assez jeune âge, tu sais. Moi, je me souviens que quand j'étais en 7e année, par exemple, je suis allé au collège Saint-Boniface après ma 7e année à l'école ici. Mais en ma 7e année, mon père était impliqué dans l'association des producteurs. Alors, il allait à Winnipeg pour des réunions. Alors, moi, j'avais appris, dans la 7e année, on avait l'âge 12 ans à peu près, 12-13 ans. J'avais appris à atteler les chevaux sur le traîneau, puis nettoyer toutes les tables, aller vider ça dans le champ, puis revenir. Alors, on en apprenait d'un assez jeune âge à faire ce genre de choses-là. À part de ça, je sais pas ce qui vous intéresse. Là, on peut parler de beaucoup de choses. L'évolution au point de vue du défrichage des terres, par exemple. J'ai vu que c'était une des questions, vous savez. Moi, j'ai participé à la fin de ça, où les terres étaient toutes boisées. J'ai travaillé avec mon père, et puis, alors le bois était... Mais déjà à ce moment-là, c'était des bulldozers qui repoussaient le bois.
Puis nous autres, la job, c'était surtout après de ramasser les souches, il y avait des roches, nettoyer le terrain. C'était pas une job qui était tellement... Alors, avant ça, il intéressant. faisait ça avec des chevaux. Avant ça, oui, c'était, on coupait les arbres à la hache ou avec une scie. Et puis, même si on tourne assez loin en arrière, on arrachait les souches avec les chevaux. Dépendant des sortes de bois, des fois, ils laissaient les souches pourrir dans la terre. Alors, c'est un processus qui prenait du temps. Une autre chose dont je me souviens quand j'étais jeune, c'est que quand mon père faisait des bâtiments sur la ferme, là, il allait à l'est ici où il y avait du bois pour faire de la planche, puis il allait couper des vios, il allait couper des arbres, puis il sciait ça en 10 pieds, 12 pieds, ou peu importe là, la longueur. Et puis il les sortait de la forêt, puis il les empilait. Ça pendant l'hiver, normalement. Et puis là, il les emmenait à une place, puis il y a d'autres personnes qui faisaient ça, puis là, il y avait un moulin à scie qui venait. Puis il sciait ces logs-là en planches, il faisait des planches avec. Puis là, mon père amenait les planches à la maison, puis il les cordait en carré comme ça, tous les 2 pieds carrés, là. Et puis pour qu'elles sèchent, les planches, puis il faisait ce qu'on appelait du bois rough. Et puis là, il laissait sécher, disons, 1 an, normalement. Là. Il aurait été scié dans le printemps, il aurait séché tout l'été. Puis le printemps d'après, avec les chevaux, il amenait à Steinbach. Loan avait un planeur qui appelait. Alors là, il passait ces planches-là rough dans le planeur. Puis le planeur, il en enlevait une épaisseur, puis il faisait des coches comme un tongue and groove, là, tu sais, pour que les planches fitent ensemble. Alors, il y avait ce qu'il appelait un shiplap, ou bien non, je ne me souviens pas l'autre sorte de tongue and groove, comment ça s'appelait, mais... Alors, le bois avait séché, on l'avait fait planer, puis là, il revenait à la maison. Puis là, il faisait une bâtisse, il avait allongé les tables, je me souviens, il avait fait un garage. Et puis, alors, aujourd'hui, quand on fait une bâtisse, on va à la cour à bois, on va chercher la planche, du plywood, tout ça. Puis, on l'a fait tout de suite. C'est pas un procédé de longue main comme avant. Mais ce qui marquait à cette époque-là, c'est qu'il y avait beaucoup moins d'argent que maintenant. Alors, on faisait beaucoup de choses avec ses mains parce qu'aller couper des arbres dans le bois, on avait un permis, mais je me souviens pas si ça coûtait quelque chose, ça ne doit pas être cher. Mais on faisait tout ce travail physique-là. On avait acheté des clous, mettons, puis du bac d'eau sur le toit, mais tout le bois, on l'avait fait avec la force de ses mains, quoi. Et puis ça coûtait pas très cher, les chevaux, ben ça coûtait pas de gaz, comme on dit, et ainsi de suite. Alors ça coûtait pas cher, puis ça fitait un peu le style de vie de mon enfance, moi, où on avait peut-être une quinzaine de vaches, mais on avait aussi des poules, on avait 30 poules, 40 poules, on avait des cochons. Alors, ma mère, moi, faisait du boudin quand on faisait boucherie sur la ferme. C'est quoi du boudin? Du boudin, c'est... on nettoyait les tripes là, des cochons, là, on vidait ça, c'est tout lavé. Et puis, on faisait de la saucisse avec ça. Le boudin, c'était le sang du cochon, de la vache qui était récupérée. Et puis, ça coagulait, puis ça faisait blood sausage, vous avez peut-être entendu parler, c'était un peu la même chose, tu sais. Alors, on se servait vraiment de tout. On était vraiment autosuffisant avec les œufs, avec la viande. Moi, quand j'étais très jeune, on faisait notre beurre aussi sur la ferme. On avait une baratte à beurre. Alors, tu sais, ça vous donne une idée où il y avait un revenu, là, mais on faisait beaucoup de choses nous autres mêmes. On avait presque jamais besoin d'aller aller chercher. Ben, je me souviens qu'on achetait, par exemple, 100 livres de sucre. C'était une grosse dépense parce que on cannait beaucoup on allait ramasser des petits fruits, tu sais, dans le bois, des prunes, des cerises, des poires. Ça faisait vraiment des desserts délicieux, des jams, là. Moi, ma mère, une année, elle avait canné 8 ou 900 pots de toutes sortes de choses parce qu'on était quand même une assez grosse famille.
Et puis alors, on faisait beaucoup de canage. Puis pour les canages, ça prenait des sealers là, en vitre, là, des pots là, en vitre. Puis à mesure que la famille grandissait, ça fallait en acheter. Il fallait acheter du sucre, puis je sais pas quelle autre chose là, qui faut aller. Pour les desserts, pour les... Vous dans votre famille? On était 11 en tout, mais comme les grosses familles, souvent, par le temps que les plus jeunes arrivaient, les plus vieux étaient partis. Alors, on était 11, ouais. C'était pas la plus grosse famille, mais quand même un assez bon nombre, tu sais. Et puis, alors, c'est un peu ça, tu sais, qui se passait là. Moi, quand j'étais jeune, dans les années 50, quand j'étais teenager de votre âge, la télévision est arrivée. Avant ça, on avait la radio, évidemment. Depuis que je me souviens, on a toujours eu la radio, mais pas une grande sélection de postes. Comme aujourd'hui, certainement, FM n'était pas encore découvert. Il y avait le AM, c'était le seul qu'il y avait. Et puis, la télévision est arrivée euh, au, au milieu des 50, à peu près à 54, 55. Puis la première station ici venait de Fargo, North Dakota. C'était un signal d'une station américaine, puis aujourd'hui, vous ne voudriez même pas la regarder parce qu'il y avait assez de neige dans le screen. Il y en avait une à la cour à bois ici. La première fois que j'ai vu une télévision. Puis quand je suis allé au collège, il y en avait une aussi en 55, 6. Alors, euh, moi, j'ai pris un cours en électronique, justement, pour réparer les télévisions, puis tout ça, parce que j'ai arrêté le collège après la 9e année, parce que mon père était malade. Je suis revenu sur la ferme pour aider, puis mes parents voulaient que je continue mon éducation. J'ai pris un cours par correspondance à réparer les télévisions. Alors, notre première télévision chez nous, c'est moi qui l'ai construit en prenant mon cours. La technologie était bien différente dans ce temps-là. Aujourd'hui, on a toi, tu connais ça, la nouvelle technologie. Dans le temps, c'était des tubes incandescents. Alors, aujourd'hui, c'est des circuits, j'ai pas le mot en tête, mais ce que vous savez dans les computers, là. Comme des vacuum tubes? C'était des vacuum tubes, oui, dans le temps. Il y avait peut-être une 20, 25 vacuum tubes, puis de temps en temps, mais ils brûlaient, tu sais. Aujourd'hui, on achète une télévision, elle brille jamais, hein. Ouais. Mais dans ce temps-là, de temps en temps, tu avais un tube qui brûlait, tu sais, ou bien non, un resistor, des choses de même. Alors, c'est une partie de cette époque-là, toute l'évolution. Ce qui a changé beaucoup aussi, moi, dans ma vie, c'est le début des années 60, où moi, quand j'étais jeune, euh, premièrement, les communautés étaient plus insular, on dirait, je pense, pas mal, on restait pas mal à nous-mêmes, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui ont des voitures et puis qui voyagent. Pas qu'on n'allait pas à Winnipeg ou qu'on n'allait pas à Steinbach, mais pas aussi facilement qu'aujourd'hui, où des fois ils volent. Donc ils vont 2, 3 fois par jour, peut-être. Tu sais, toi, tu travailles à Steinbach, par exemple. Les gens sont beaucoup plus mobiles, les routes sont meilleures. Alors, une chose qui a changé, c'est dans les années 60, ça a commencé, 70, c'est tout le mouvement comment je dirais ça, peut-être un mouvement de proteste. Ça a été mené beaucoup par la guerre du Vietnam, on fait beaucoup de ça. Mais peut-être plus de, il y a peut-être plus de libres penseurs, thinking outside the box, comme on dit. Alors, les jeunes, ce qui était du jamais vu avant, vous avez vu des photos de ces années-là, où les jeunes, moi mes enfants ont grandi dans ces années-là, alors il y avait des grands cheveux jusqu'aux épaules, ça s'était jamais vu depuis des siècles. C'était pas révolutionnaire parce que c'était déjà arrivé. Jésus-Christ, dans son temps, il avait des grands cheveux lui aussi, hein, une barbe. Puis... Alors, tout ça, les cheveux allongés, des jupes courtes, des mini-skirts, toutes ces choses-là sont arrivées. Les Flower Children, tout ça, ça fait partie de l'histoire, mais ça a beaucoup, beaucoup changé. Ça a beaucoup changé, disons, ça a changé le monde, en fait, énormément. Alors, ce qui arrive depuis les années 60 surtout, c'est que
il y a beaucoup de changements, puis plus ça va, plus ça change vite. C'est une des grandes contradictions que je trouve, c'est que moi, quand j'étais jeune, il y avait des familles de 6, c'était pas tellement des grosses familles, 8, 10, 12 enfants, 14 enfants, puis il y avait des petites maisons. Alors aujourd'hui, on a des grandes maisons, puis la famille moyenne va être à peu près 2. En fait, on se remplace à peine. Hein. Dans la société aujourd'hui au Québec, par exemple, il y a rien que, je pense, 1,6 enfants par famille en moyenne. Alors, les 2 parents, quand ils vont mourir, ils se sont pas remplacés, en fait, de leur progéniture. Tu sais. Alors ça, c'est très différent. Puis on dit, là où je trouve qu'il y a un peu une contradiction, c'est que on dit qu'on ne peut pas se permettre financièrement aujourd'hui d'avoir des grosses familles comme dans le temps. Alors que dans le temps, les gens étaient très pauvres. Et puis, on n'était certainement pas malheureux, on manquait de rien. On était bien nourris, on avait ce qu'il fallait comme vêtements, puis tout ça. Alors, on était heureux, mais on sait qu'il y a tout un tas de facteurs qui contribuent à ça. Puis, un des facteurs, c'est un des statistiques que j'entendais dernièrement à une conférence, il y a 100 ans, 80% de la population était agraire ou vivant en campagne, et puis il y avait, moi je me souviens dans le village ici où quasiment tout le monde avait une vache, puis quelques poules, et puis tout ça. Puis 20% vivaient dans les villes. Aujourd'hui, c'est le contraire. Hein. Il y a 80% de la population dans les villes, 20% dans le rural, mais seulement 1% en agriculture. Hein. 1% en agriculture aujourd'hui. Alors qu'il y a 100 ans, on pouvait dire quasiment 80% en agriculture, parce que tout le monde qui vivait en campagne faisait un petit peu d'agriculture. Hein. Il y avait des grands jardins hein, chez nous. Ma mère, c'était un grand jardin pour faire tous ces canages-là. Puis il y a une chose que mes frères et moi, quand on se rappelle des souvenirs, c'est que à Victoria Day, on plantait les patates. À moins qu'il pleuve, là, il n'y avait pas d'école, Victoria Day. On plantait un grand champ de patates, je pense qu'on avait un arc. Puis ensuite, mon père était bien occupé à d'autres choses. Puis quand les grandes vacances commençaient, au début de juillet, il y avait des choux-gras dedans un peu partout. Ça fait que là, il fallait tout nettoyer ça à la main, il n'y avait pas de tiller. Alors, on nettoyait toutes les patates, puis on entretenait ça durant l'été. Puis je pense que c'était au jour de l'Action de grâce, là, on arrachait les patates, on les ramassait, on mettait ça dans des sacs, on rentrait dans la cave. Puis c'était un rituel qui faisait partie de la vie à ce temps-là. Ça peut mal toucher à tout. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste? OK. La fête de la Saint-Jean, je vais vous dire, j'ai des souvenirs bien particuliers de ça. Quand j'étais jeune, à la Saint-Jean, premièrement, il faut vous rappeler que le village était différent d'aujourd'hui. Votre école, aujourd'hui, dans ce temps-là, moi, quand j'étais jeune, elle n'existait pas. Il n'y avait pas de baie Normando, là. Hein. Puis l'école Harborgate, puis l'école secondaire n'existait pas. L'école Saint-Joachim, c'est où est le chalet aujourd'hui. Okay? Où est le chalet. Et puis où est le centre de l'amitié, il y avait le couvent des Sœurs. Vous avez peut-être vu ça en photo, là. Puis dans le temps, moi, quand j'allais à l'école, il y avait une dizaine de sœurs grises, 12 peut-être ici à la Broquerie. Alors l'enseignement, typiquement, se faisait par les sœurs grises. Il y avait sur le staff de l'école peut-être un ou une laïque ou 2 laïcs dans toute l'école. C'était essentiellement des sœurs. Mais pour revenir à la Saint-Jean, alors on allait au terrain je dis, il n'y avait pas la baie Normando, il y avait un chemin qui passait là, entre le centre de l'amitié et ce qui est le presbytère aujourd'hui. Il y a un petit trail là, qui allait jusqu'en arrière. Puis le terrain de la Saint-Jean-Baptiste, c'était exactement où est l'école Saint-Joachim aujourd'hui. Okay? Et puis, il y avait un défilé. Moi, je me souviens qu'il y avait un défilé, puis il y avait beaucoup de chevaux dans le défilé parce que dans ce temps-là, il y en avait beaucoup de chevaux. Alors, les gens s'attelaient
mettaient des beaux attelages sur leurs chevaux. Et puis chez nous, on avait des chevaux, puis j'avais un oncle, mon village, qui avait le taxi. Puis lui, il aimait beaucoup les chevaux. Il avait ses taxis en voiture, mais il louait des belles attelages, puis il venait chercher les chevaux de mon père. Et puis, il faisait la parade avec ça. Il faisait un genre de carré, là, de quelque manière, puis il annonçait son taxi avec ça, tu sais. Et puis, ça durait seulement que... En fait, quand j'étais jeune, c'était toujours le 24. Parce que le train de vie était beaucoup moins achalandé. Aujourd'hui, les gens vont travailler un peu partout en voiture le matin. Dans ce temps-là, il y a beaucoup de gens qui travaillaient sur leur ferme parce que, tu sais, on parle... Moi, je vous parle des années 50, des années 40, la fin des 40, des années 50, début des années 50. Alors, la Saint-Jean, c'était toujours... c'était le lundi, mardi, mercredi, ou si ça tombait le dimanche, c'était le dimanche. Il y avait la messe le matin. Ça, depuis que je me souviens, ça a toujours été avec le petit Saint-Jean-Baptiste, puis il y a toujours un petit mouton dans l'église, là, le petit Saint-Jean-Baptiste avec son petit mouton. Ça existe depuis longtemps. Parade. Il n'y avait pas beaucoup de chars allégoriques, mais il y en avait quelques-uns. Puis là, on allait sur le terrain, puis typiquement, les gens s'amenaient un lunch. Ma mère faisait un gros lunch, là, puis on allait s'installer là. Et puis, il y avait des courses de chevaux, horseback, tu sais. Puis il y avait des gens, toi Joël, tu as demeuré sur la ferme où tu as été élevé, là. Puis les voisins de l'autre côté, dans cette même ferme-là, c'était des Normandos qui étaient là. Puis il y avait un Normando qui avait un gros cheval gris. C'était pas des thoroughbreds, c'était des chevaux de ferme. Mais il courait son cheval, puis lui, il gagnait à peu près tout le temps. Il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait peut-être 4, 5, 6, je me souviens. Puis la course, ça commençait, là, juste en arrière du cimetière où les gens de l'école stationnent leur voiture, là. Les chevaux, ils circulaient là. Puis ils allaient jusqu'au cric, au fond. Puis ils allaient tellement vite, des fois, qu'ils passaient en arrière, là, tu sais. Il me semblait que c'était bien creux dans le temps, ce cric-là, en arrière de l'école Saint-Joachim. Ça fait longtemps que je n'ai pas été. Mais des fois, on allait même manger notre lunch en bas dans le cric, là. C'était sec, il me semble. Puis on était à l'ombre, il faisait chaud. Et puis, il y avait des parties de balles. Ça a pas mal toujours existé, les parties de balles. Et puis le baseball, ça fait longtemps que ça existe. Hein. Depuis que je me rappelle, moi, ça existe, le baseball. Puis il y avait même à la broquerie, il y avait 2 équipes. Puis la plupart des villages avaient 2 équipes de baseball. Sainte-Anne en avait 3 un bout de temps parce que c'était... Pourquoi est-ce qu'on avait plus qu'un? Ben, il y avait la station, puis le village, et puis... Tu sais, je sais pas, les gens savaient le temps dans le temps, puis il y avait toute une rivalité entre la station et le village. Il y avait chacun leur équipe, hein. Le village, leur home base, c'était ici, sur le terrain de la Saint-Jean, puis à la station, c'est où High-Tech est aujourd'hui. Le fils de High-Tech, il y avait le terrain de balle de la station. Et puis, ta grand-mère Balkan, là, ses frères, c'était des bons joueurs de baseball. Paul Rocan. Puis eux, ils demeuraient à l'autre bout du village, puis les gars de la station disaient voulaient les avoir pour jouer. Puis ils étaient amis avec des gars qui jouaient pour le village, ça fait que ça faisait des fois un peu de controverse, là. Mais, alors, une chose que je me souviens qu'il y avait aussi, c'était des jeux bien simples, comme des courses dans des sacs à patates, là, tu sais. Puis ces jeux-là qui jouaient dans le temps, il y avait quoi à part de ça? Il y avait Three-Legged Race, là, tu sais. Vous avez vu ça déjà. Il y avait, je sais pas trop s'il n'y avait pas une affaire du courais avec un œuf dans une cuillère, là, tu sais, là, puis des courses comme ça. Des jeux bien simples, tu sais, qui jouaient. Et puis, avec le temps sont venus les Ferris Wheel. Dans le temps, il y avait plus de ces petits carnaval, là, si tu veux, qui passait. Alors, à l'occasion. Est-ce qu'on faisait jouer de la musique ou comme est-ce qu'il y avait Oui, il y avait de la musique aussi. Oui. Il y a eu, j'essaie de penser, encore là, tu sais, il y a eu une évolution. Je dois vous dire aussi que dans les années 70, on a fait de la Saint-Jean-Baptiste la fête franco-manitobaine. Puis là, ça a pris, là,
vraiment une ampleur. Il y avait, dans le temps de Pierre Elliott Trudeau, il a mis des politiques en place, tu sais, pour que le Canada devienne vraiment un pays bilingue. Alors, les organismes, là où il y avait des minorités, comme les minorités francophones dans d'autres provinces, avaient accès à des gros octrois pour des fêtes comme la Saint-Jean. Alors, on est passé, moi je me souviens d'une petite fête, où tu avais un budget peut-être de quelques cents dollars, à des budgets de dizaines de milliers de dollars. Parce que là, la Société franco-manitobaine s'en est occupée. Là, on est arrivé avec des gens qui sont venus un peu manager la fête, si tu veux. Puis moi, je me souviens d'une vieille tante que j'avais qui était bien impliquée dans ça depuis des années. Puis quand tu sais, es habitué de marcher avec, comme on dit, un shoestring budget, et puis là, on arrive avec des octrois de 25 000 puis 50 000 dollars. Et puis, évidemment, ça amène des abus aussi, mais je me souviens on louait des camions de riders, puis on faisait venir des bands, quoi, de Winnipeg, puis on faisait venir surtout des artistes du Québec pendant quelques années. Alors, il y en est venu des très bons, puis une personne, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Diane Tell, vous autres, qui est devenue elle était en ascendance là, dans sa carrière, puis elle est devenue très populaire au Québec comme artiste. Elle est venue à la Saint-Jean-de-la-Broquerie, Diane Tell. Il y a d'autres groupes dont j'oublie le nom. Là. Il y a des chanteurs de folklore du Québec qui sont venus, qui étaient très très bons. Mais tout ça, ça dépendait beaucoup des octrois. Et puis c'était vraiment pas rentable. Là, il venait du monde, mais il n'y en venait pas quand même des milliers là, de plus. Alors, c'est redevenu une fête, à un moment donné, une fête communautaire. Fête communautaire plutôt qu'une fête provinciale. Alors c'était comme plutôt juste du monde de la Broquerie qui venait. Puis... Ouais. Tu sais, au moment où c'est devenu la fête franco-manitobaine, on avait un gros budget, on en faisait une grosse promotion. Puis il en venait, mais mettons qu'il en venait 150 de Saint-Boniface, puis qu'il en venait de, je sais pas moi, peut-être 25 de Saint-Pierre et puis 25 de Sainte-Anne. Ça n'a pas changé. C'est pas comme si ça emmenait 5 000, 10 000 personnes ici. Tu sais. Je crois qu'il y avait quand même des assez bonnes foules parce qu'il y avait des assez bons programmes. Tu sais. Ça varie, la fête. Probablement les plus belles fêtes de la Saint-Jean, c'était à l'occasion du centenaire du Canada en 67. Au point de vue de la parade, disons, plutôt. Et puis, l'année du centenaire de la province, il semble qu'on a fait des choses spéciales à ce moment-là. Est-ce que vous aviez Le centenaire de la paroisse en 83. Des feux d'artifice? Oui, ça a pas mal toujours existé, les feux d'artifice, ouais. Puis est-ce que la fête a duré 2 jours? Moi, quand j'étais jeune, là, quand j'avais, je sais pas, 10 ans, là, 5-10 ans, là, elle ne durait rien qu'une journée. Puis, comme je vous disais, aujourd'hui, on la fête toujours le week-end le plus proche, la Saint-Jean. Et puis, quand j'étais jeune, moi, c'était toujours le 24 juin. Alors, il n'y avait pas d'école, et puis les gens le train de vie était beaucoup plus lent dans ce temps-là. Les gens se prenaient le temps, on mettait les outils de côté, puis c'était la fête de la Saint-Jean, puis on faisait un pique-nique, et puis, tu sais, ça avait une place, disons, peut-être plus importante dans la vie des gens, quoique. Puis la population était plus petite ici, il faut vous rappeler ça, il y avait beaucoup moins de gens dans la région de la Broquerie qu'il y en a aujourd'hui. Hein. Tu avais la chance à socialiser avec tes... Pardon? Tu avais plus la chance à socialiser avec le monde. Mm-hmm. Ouais. Je pense qu'on a pas mal touché à chaque point. Je sais pas quoi d'autre comme... connais-tu un peu l'église qu'on a ici ou pas trop? L'église, écoute, je vais vous dire ce que je sais, là, je ne prétends pas être une autorité sur l'église. Ce que je trouve, mes impressions, c'est que premièrement,
faut retourner là, au tournant du siècle, il y a plus que 100 ans, où les gens c'était très pauvres, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Alors, c'est pas comme si on pouvait donner le contrat à quelqu'un pour la construire. Ça a été construit avec les mains des gens s'ils ont fait les briques, comme vous savez. Il y avait une briqueterie, je pense, une briquerie, je sais pas, ici à la broquerie. Alors, on a fait les briques pour l'église. Le plan, les gens sont allés dans la forêt couper le bois encore, puis ont scié le bois, et puis l'ont construit eux-mêmes. Alors, c'est un tour de force assez extraordinaire, et puis la raison que ça a pu être fait, c'est que les gens sont donnés tellement de leur temps. Il faut se rappeler aussi que ça a été fait sur une longue période d'années. La pierre angulaire dit 1901. Je ne sais pas comment rapidement on a commencé à s'en servir, mais si vous regardez les vieilles photos, le clocher était monté en 1920, qu'on dit. Alors, jusqu'en 1920, si on regarde les vieilles photos, il n'y a pas de clocher dessus. Les bancs dans l'église, c'est venu par après. L'hôtel, c'est venu par après. Alors, si vous regardez un peu dans l'histoire de la broquerie, dans le livre centenaire, dans le livre de la broquerie, je pense que vous allez voir ça. Ça fait qu'encore là, il y a eu cette évolution-là. Mais moi, ce qui me frappe le plus, c'est que c'est un tour de force assez important. Puis ça reflète encore une époque où il y avait une grande partie de la population pour qui avoir un lieu de culte, là, c'était très, très important dans leur vie. Alors, ils étaient prêts à sacrifier beaucoup de temps pour arriver à ça. On voit ça un peu chez les Ménonites aujourd'hui encore, où je voyais au sud de Steinbach, c'est des nouveaux arrivés, là, des immigrants. Ils ont mis la main à la pâte, puis ils ont construit, ils ont donné beaucoup, beaucoup de temps pour se construire une église. Je pense que l'autre église qui a la broquerie ici était faite un peu comme ça aussi. Puis moi, quand j'étais sur la ferme encore, il y avait un jeune russe qui était voisin d'où tu as été élevé, Joël, il venait dans le tracteur avec moi pour passer le temps, puis il demandait des questions, il demandait beaucoup de questions. Petit gars d'à peu près une douzaine d'années. Puis il me parlait de religion, puis il me disait qu'eux, ils se rencontraient dans une des maisons à tour de rôle. Tu sais, il y en a plusieurs, des Russes juste à l'ouest ici, là, des immigrants. Et puis il me dit, mais il dit, on va se construire une église bientôt. Alors, je ne sais pas si, non, sans doute fait une. Ça, c'était en quelle année, ça? C'est à peu près en 1999-2000, là, c'est assez récent. C'est la récente vague d'immigrants là, qui est arrivée. Est-ce que c'est vous, comme est-ce que vous avez conçu le plan de l'église, ou bien est-ce que vous avez fait venir Ça, je ne connais pas ce détail-là. Je me suis demandé cette question-là. Puis, il faut que je te dise, l'église a été faite en 1901. Moi, je suis né en 41. Alors, dans ce temps-là, une autre chose, une autre note qui pourrait vous intéresser. Le curé jouait un rôle vraiment important dans la paroisse parce que le curé avait une éducation supérieure. La plupart des gens ne complétaient pas, disons, passé peut-être la 7e, 8e année. Il y avait toutes les écoles en campagne, il y avait 6 ou 7 écoles en campagne ici. Les petites écoles de campagne où il allait à la 8e. Hein. C'était un one-room schoolhouse qu'on appelait. Alors, tu avais peut-être 25 élèves, 20-25 élèves, 30 élèves, une personne qui enseignait tous les grades. Hein. Alors, de 1 à 8. Puis après ça, il venait au village, ici à l'école. Mais tu peux t'imaginer, si tu étais à 5000 du village, ça prenait pas mal de détermination pour envoyer quelqu'un au high school, parce qu'il y avait question de transportation. Souvent, ceux qui le faisaient, moi j'ai un cousin qui vivait dans le coin de Saint-Roch, qui est, tu sais où tes grands-parents demeuraient avant, là, Alice et puis Raoul, Viellefort, dans ce coin-là. Alors lui, il pensionnait chez mon grand-père plutôt, qui demeurait proche du village ici. Alors, si c'est ça qui arrivait assez souvent, c'est qu'il pensionnait au village en quelque part,
Mais c'est pas tout le monde qui avait les moyens de faire ça. Alors, il y avait peu de gens qui avaient une éducation qui dépassait souvent la 8e année, même dans ce temps-là, tu voyais souvent des jeunes à 12-13 ans embarqués sur le marché du travail, là, ils allaient bûcher du bois ou ils travaillaient sur la ferme chez eux parce que, comme je disais, le travail sur la ferme c'était tellement intensif, il fallait défricher les terres et puis ensuite tout le reste qui suivait. Et puis c'était un mode de vie qui était accepté quoi, dans ce temps-là. Puis encore là, je parle des années que j'ai connues, moi, la fin des 40, des années 50, là, que je me souviens, mais pour revenir, je parlais du curé il était très impliqué dans tous les organismes, le board de la coop, la caisse, les conseils d'administration, tous les organismes. Il y avait vraiment une influence importante dans ça, un peu dans tout ce qui se passait dans la paroisse. Alors les gens, euh, peut-être pas parce qu'ils étaient pas plus sans dessin, mais ils n'avaient pas la formation qu'on acquiert quand on va à l'école un peu plus longtemps, on apprend plus de choses, on s'implique, on commence à s'impliquer dans des organismes comme vous le faites, vous autres, au secondaire, tu sais. Ça faisait pas partie du décor à cette époque-là. Alors on se tournait souvent au curé qui prenait un rôle de leadership dans tout ça, une grosse influence. Ça a changé beaucoup. Par là des années 60, il y a eu la révolution tranquille au Québec, justement, où le clergé, le Québec, ils ont fait un 180 degrés, comme on dit là-dessus, où l'Église a eu un rôle, une influence tellement importante de sa population qu'aujourd'hui, ça a changé complètement. Il y a eu presque un genre de révolte, tu sais, les gens. Je pense que c'est bon, ça, comme... Oui, on voudrait vous remercier pour toute l'information. Ah, ben, Yes, bien. c'était vraiment intéressant, Je j'ai appris pas mal de choses. Je pensais puis à savoir que comme on a vraiment comme construit l'église de comme à partir de presque rien. Ouais. Quand tu m'as demandé la question pour l'Église, là où je voulais en venir, des fois je me perds un peu dans mes réponses. Ce que je voulais dire, c'est que c'est sans doute l'abbé Giroux. Il y a un curé ici qui a été 43 ans curé, t'imagines, hein, ici, l'abbé Alexandre Giroux. Puis typiquement, il doit avoir amené ces plans-là du Québec, lui, je pense. Est-ce que le village de Giroux, est-ce qu'il a été nommé après lui? Je suis pas certain de ça, mais c'est possible. Je pense qu'il y en a eu 2 curés Giroux. Encore là, avez-vous un livre d'histoire de la broderie chez vous? Je crois que oui. Vous pourriez jeter un coup d'œil là-dedans, puis le feuilleter, vous verriez, tu sais, si vous voulez, s'il y a un sujet en particulier qui vous intéresse, vous verriez ça. Il y a des photos, évidemment, dans ça. Puis, ça vous donnera d'autres informations, si vous voulez en avoir. Je suis curieux. Je savais pas qu'on... J'avais jamais imaginé qu'il y avait tant d'histoires à se faire compter. Ouais. Ah ouais, c'est... moi, ma mère est née en 1911, est décédée en 95, puis elle, ben, elle a vu, elle a vu le début de l'automobile, puis elle a vu les hommes marcher sur la Lune. Hein. Elle disait qu'elle trouvait qu'elle avait vécu dans une période quand même assez privilégiée pour ça, hein, de voir toute cette évolution qui s'est faite. Puis je me souviens quand les machines fax sont sorties, ça elle se demandait comment, ce que ça faisait, que ça pouvait fonctionner. Puis, puis ça, c'est le fax aujourd'hui, ben c'est vieux quasiment avec toute la nouvelle technologie qui est sortie, avec l'Internet et puis tout ça qui est sorti. Moi, j'ai toujours aimé beaucoup la nouvelle technologie, tu sais. Puis, je pense que j'ai été dans le groupe, on dit qu'il y a 3 groupes, il y a une expression qui dit qu'il y a un groupe qui fait la parade, puis dans la société, un groupe fait la parade,
l'autre groupe regarde la parade, puis il y a un autre groupe qui ne sait pas qu'il y a une parade, tu sais. Puis c'est un peu comme ça, je pense. Il y a des gens qui sont anxieux d'essayer la nouvelle technologie. Puis il y en a d'autres qui vont voir, ben ouais, ça a l'air assez bien marché. Donc moi, je vais l'essayer aussi. Puis il y en a d'autres qui ne l'essaient jamais. Moi, je suis content, à mon âge, d'avoir appris à me servir d'un ordinateur, il y a 10 ans. Je ne connais pas ça intimement comme vous autres, mais assez pour. Je me sers beaucoup de l'Internet, puis je suis vraiment addicted à ça. J'ai mon email, puis tous les jours, je lis mon Globe and Mail, je lis le journal sur mon ordinateur. Alors, j'aime beaucoup ça comme technologie, tu sais. So, est-ce que tu as commencé à apprendre l'ordinateur à l'école ou est-ce que... Non, il n'y en avait pas quand je suis allé. J'ai quitté l'école en 56, moi. Mais comme où est-ce que tu as J'ai pris un cours. J'ai pris un cours dans la fin des années 80. Donc, moi, j'ai travaillé pas mal comme représentant. Je me suis impliqué dans des organismes producteurs. Alors, j'ai travaillé au niveau provincial, national et international pour les producteurs de lait. Alors, ça m'a amené à être dans des bureaux beaucoup. Et puis être exposé à ces choses-là, puis à apprendre, puis je voulais en avoir un à la maison. Puis sur la ferme, on a beaucoup appliqué cette technologie-là aussi, tu sais, dans la gestion de la ferme et puis tout ça. Puis c'est fascinant, la technologie qui sort. Moi, ça m'a toujours fasciné premièrement, ça... Une des questions que vous aviez là-dessus, laquelle je n'ai pas touché, c'est les grandes fermes puis tout ça. J'ai parlé de ce que je pensais des grandes fermes. Nous, on avait une grande ferme. C'est une question de choix. Là, pour moi, c'est un défi d'avoir une plus grande ferme, mais j'ai toujours pensé, puis je suis persuadé que il y a une évolution, puis si on n'évolue pas avec les changements qui se présentent, on tombe en arrière. Et puis on va rester en arrière. Puis je veux pas dire que c'est mauvais, là. C'est juste qu'il faut se rendre compte que ça a des conséquences. Les choix qu'on fait ont toujours des conséquences. Et puis ça c'est le changement, disons, c'est un constant, dans le sens que l'évolution, s'il y a de quoi, elle se fait de plus en plus rapidement. Tu sais. Ce qui est arrivé depuis 10 ans, je peux prendre 10 ans, les derniers 10 ans, il y a eu plus de changements au point de vue de la technologie que dans les 1900 ans avant, ou 2000 ans avant, tu sais, au point de vue de la technologie, de l'électronique et puis tout ça. C'est extraordinaire, l'évolution qu'il y a eu. Pas qu'il n'y en a pas eu avant, mais alors, c'était beaucoup plus lent. Beaucoup plus lent. Alors, c'est ça que, en agriculture surtout, le niveau des fermes, il décroît toujours parce que si on n'adopte pas la technologie moderne, on ne pourra plus être compétitif et puis on ne pourra pas gagner sa vie. Puis je ne fais pas un jugement de savoir si c'est bien, c'est mal, c'est juste un constat que je fais. Puis c'est la réalité. Et puis c'est pour ça qu'on ne voit que des grosses fermes parce que les gens ont amélioré leur productivité, ont grandi. Il y a encore des plus petites fermes, mais il faut qu'ils soient extrêmement efficaces pour continuer, puis il faut qu'ils se trouvent une niche particulière dans ce qu'ils produisent, dans ce qu'ils mettent en marché. Et puis, pas impossible, mais pas facile. Est-ce